Walter Clover a-t-elle un avantage concurrentiel? Si oui, c'est quoi le nom? Et quand on trouve le nom, est-ce que l'avantage concurrentiel est en train de s'élargir, est plutôt stable ou est en train de rétrécir? Et d'ailleurs, même en termes de taille globalement, une fois si elle a un avantage concurrentiel, quelle est la taille? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est grand? Ou bien, voilà. C'est ce qu'on va essayer de faire en date d'aujourd'hui. On va le faire essentiellement en posant une question avec le prompt de base qui est essentiellement chargé de faire ce type de travail-là rapidement. OK? Donc, le prompt de base ici, voilà. Pour ceux qui ne savent pas à peu près, on a une bibliothèque de prompt de base, ok, une bibliothèque de prompt premium, etc. Toutes les informations sont dans le groupe School. Et n'oubliez pas, ce vendredi, on a réunion ici, j'appelle ça réunion, etc. C'est essentiellement ici pour apprendre à investir avec l'IA. C'est la deuxième édition ici. Et je vous montre à peu près le workflow que j'utilise avec la bibliothèque de prompt de base, essentiellement pour essayer de bâtir une thèse d'investissement sur une compagnie qu'on appelle Amazon. La précédente, c'était sur Meta et sans doute on fera également d'autres vidéos pareilles. Bref, vous savez déjà, Meta, Amazon, c'est matin, midi, soir, ok? Donc, si vous êtes là juste pour savoir si c'est sous-évalué ou pas du tout, je pense que vous avez déjà la réponse. Matin, midi et soir. Donc, aujourd'hui, on va essentiellement travailler sur Walter Clover. Et la question est simple, bim badaboum, je copie le nom de la compagnie, je balance ça sur le prompt et voilà la réponse qu'on me donne que Walter Clover, oui, a un avantage concurrentiel. Il est petit et il est en train de se rétrécir de plus en plus. C'est bien, enfin quand je dis c'est bien, c'est pas bien globalement, mais c'est surtout pourquoi derrière qui est plus intéressant. Ça ne sert à rien de savoir que oui, l'avantage concurrentiel, il est là, mais comment il s'appelle? Comment est-ce qu'il est mis en pratique? Qu'est-ce qui permet à l'IA de justifier? Qu'est-ce qui permet à l'IA de mentionner cela comme un avantage qui rétrécit ou bien qui est en train de s'agrandir? Ici, on a deux types d'avantages prédominants. OK? Parce qu'il peut en avoir plusieurs, mais de différentes tailles. Donc, vous avez un switching cost, vous avez un intangible. Et on dit ici que Walter Clover s'appuie sur une base solide de revenus récurrents de 85% pour sécuriser sa position de leader dans l'information professionnelle, bien que la durabilité historique de ses avantages concurrentiels soit menacée par l'essor de l'intelligence artificielle. Et donc, on peut voir ici, vu que les deux premiers les deux avantages concurrentiels prédominants, c'est le switching cost et l'intangible. Donc, au niveau du switching cost, pourquoi est-ce qu'il le mentionne? Il mentionne ceci. Enfin, il mentionne qu'il est stable et qu'il est plutôt petit de manière générale. Il n'est pas large, il est plutôt petit. Pourquoi? Donc, les solutions logicielles et les bases de données de Walter Clover sont profondément intégrées dans les flux de travail quotidiens des professionnels de la santé, de la fiscalité et du droit. Remplacer des plateformes comme CCH Access ou bien UpToDate expose les clients à des perturbations opérationnelles majeures et à des coûts de formation élevés pour le personnel. Les professionnels préfèrent conserver leurs abonnements par aversion au risque opérationnel, garantissant des taux de rétention exceptionnels. Cependant, l'automatisation par l'IA pourrait à l'avenir simplifier les transferts de données et réduire ces barrières. Ok, maintenant on sait qu'on va avoir tendance à travailler dessus. Pourquoi est-ce qu'il mentionne cela? Est-ce qu'il peut le justifier, etc. Donc il prend pour justification ici par rapport au switching cost, le taux de rétention, etc., la récurrence, bref, ces différents éléments sont à ces niveaux. Maintenant, au niveau de l'intangible, parce que quand on parle d'IA, quand on parle de Walter Clover, pourquoi est-ce que les clients de Walter Clover, pourquoi est-ce que les clients font affaire avec Walter Clover? Peut-être par rapport à la base de données. Et la base de données ici, c'est le cœur. C'est le nerf de la guerre, ce sont des informations. Mais si ces informations sont publiques et qu'une IA peut se brancher dessus et faire à peu près le même travail, ça devient un tout petit peu différent. Et donc, c'est ici qu'on dit l'intangible. Ils ont l'avantage concurrentiel concernant ici les actifs intangibles est petit et il est en train de se rétrécir. Pourquoi? Walter Clover détient des marques de confiance établies depuis des décennies et des bases de données exclusives. Et je vous ai toujours dit que le cœur de toute la guerre IA, logiciel, c'est vraiment les bases de données. OK? Les bases de données exclusives validées par des experts comme UpToDate en médecine ou bien CCH en fiscalité. Ces actifs intangibles bénéficient d'une forte conformité réglementaire. Néanmoins, l'émergence d'outils d'IA capables d'éditorialiser et de synthétiser des textes juridiques ou médicaux bruts menace de banaliser ces données propriétaires à long terme. J'ai bien dit menace, je n'ai pas dit banalise, bien dit menace. OK? Parce que les clients qui font affaire avec Walter Clover ne veulent pas d'hallucination. Parce que si on travaille dans le domaine juridique, si vous faites une erreur en termes d'interprétation des textes de loi ou ce genre de choses-là, ça peut être problématique pour vous à long terme. Donc là-bas, c'est un domaine où il faut faire le moins d'erreurs possible. OK? Donc, la pérennité ici, on mentionne ici que néanmoins, l'émergence d'outils d'IA capables d'éditorialiser et de synthétiser des textes juridiques ou médicaux
menace de banaliser ces données propriétaires à long terme. La pérennité à 20 ans de cet avantage concurrentiel la pérennité est affaiblie. D'accord? Ce qui justifie une trajectoire descendante de ce pilier. Ça, c'est ce qu'il mentionne. Et pour justifier cela, il va se baser ici sur le fait que au dernier rapport, sur le dernier conference call, bien, le trimestre précédent, le management a mentionné qu'ils allaient augmenter le programme ici, les dépenses ici en développement de produits de 12 à 13% ici. Donc, enfin, ça allait représenter 12 à 13% du chiffre d'affaires pour 2026 pour progresser dans les technologies liées à l'IA. Donc, ils reconnaissent que si on ne prend pas le taureau par les cornes maintenant, ça va être problématique pour nous. OK? Et on mentionne également qu'une part de revenus ici issus des produits numériques représente à peu près 70% ici des revenus numériques proviennent de solutions intégrant déjà l'IA aujourd'hui. Donc, on les a déjà, donc on aimerait avoir plus, etc. Et vous pouvez voir ici que sur ces informations-là, ils se basent par exemple sur un site comme Quarter qui est un site de référence. OK? Donc, je ne dis pas que Investing n'est pas un site de référence, ça dépend de quel site. Si c'est un article, ça ne m'intéresse pas, mais si c'est un élément contenu dans les slides, etc., ça peut être intéressant. Si c'est un rapport annuel, oui. OK? Donc, vous avez également des évidences provenant ici de Morningstar, qui est également un site de référence ici. Et je pense même que comment on appelle ça? La justification ici du fait qu'on ait une baisse du mot ici, c'est parce que c'est Morningstar qui est généralement qui est l'entité de référence quand on parle de mots ici. D'ailleurs, c'est leur méthodologie, etc. Excellent site d'ailleurs. Et vous allez voir ici que ça aura une influence énorme sur ce prompt-ci. OK? Donc, source de référence et pour nous, une source de référence qui est payante, nous pouvons y avoir accès de manière différente. De toute façon, si vous avez IBKR, vous avez Morningstar certainement, et n'hésitez pas à l'utiliser ici. Mais maintenant, l'interprétation, etc., ça peut différer. Comme je l'ai dit toujours, il est très important de comprendre comment est-ce que ce mot-là fonctionne. Donc, on ne va pas juste s'arrêter ici à se dire que, OK, l'intangible asset, voilà. Vous pouvez lui demander, parce qu'il faut converser avec le prompt. Explique-moi comment ça fonctionne dans ce domaine-là. Par exemple, pourquoi tu affirmes cela? Donne-moi plus d'informations. Bref, vous pouvez lui demander d'approfondir certains éléments. Mais on a l'intangible, il est présent, il rétrécit. Vous avez à peu près la justification ici. Pourquoi est-ce qu'il mentionne cela, ainsi que les sites de référence. Maintenant, l'effet de réseau, il n'y en a pas. Et il vous dit pourquoi. Je vous laisse aller. Maintenant, au niveau des coûts de production, ils sont présents, ils sont plutôt stables. Pourquoi est-ce qu'il le mentionne? La numérisation des contenus à l'offre, des contenus offre à Walter Clover une rentabilité d'échelle. Oui, parce que Walter Clover vendait il vendait à peu près pas des magazines, mais des documents de référence. Donc, c'était du papier précédemment. D'accord? Il ne faut pas l'oublier. Donc, une fois la base de données ou la plateforme logicielle mise à jour, le coût marginal de distribution à un nouvel utilisateur est négligeable. Donc, cela permet de dégager des marges opérationnelles, etc. Voilà, toutefois, l'obligation d'investir de manière continue dans le développement de l'IA pour maintenir la compétitivité technique limite l'expansion de cet avantage de coût. Bon, il est présent, mais ce n'est pas celui qui prédomine de manière générale. Le véritable avantage concurrentiel va se situer au niveau des données propriétaires, OK, ainsi que des coûts de commutation ou bien du switching cost ici. Donc, quel autre avantage et maintenant, en termes de risque concernant cet avantage concurrentiel-là, qu'est-ce qu'il mentionne? La menace fondamentale pour les modèles réside dans la désintermédiation par l'intelligence artificielle générative. Si de grands modèles de langage parviennent à synthétiser les réglementations juridiques ou les données cliniques avec une fiabilité totale, pas approximative, sans passer par les bases de données payantes de Walter Clover, les barrières concurrentielles s'effondreront rapidement. Donc, c'est sur ça que vous devez travailler. Pas juste que non, l'IA est une menace, mais maintenant, on doit trouver les éléments qui vont dans ce sens et les éléments qui détruisent ce sens. Et maintenant, vous pesez le pour et le contre. Rob Alès, ici, de Morningstar, ici, souligne que cette certitude à long terme, cette incertitude à long terme sur un horizon, c'est une... Enfin, excusez-moi. Fatigué. Souligne cette incertitude à long terme sur un horizon de 20 ans. Maintenant également, vous avez la compétition. Okay? Walter Clover fait face à la concurrence frontale ici de Relix, qui détient ici le LexisNexis. Vous avez également Thomson Reuters, ainsi que co-développement rapide d'outils d'IA juridique tiers intégrant directement les technologies avancées. Et je le dis ici, clairement, la pire chose qui puisse arriver à Walter Clover, c'est de se faire acheter. Parce qu'elle a des données intéressantes. Maintenant, travailler dessus, le pour, le contre de l'IA, et voilà, essayer de poser la question aux gens qui travaillent dans l'industrie. Parce que oui, si vous n'êtes pas utilisateur de ces produits-là, il faut faire attention à affirmer que ça va aller mal, etc. Qu'est-ce que l'IA peut faire, qu'est-ce que l'IA ne peut pas faire, et qu'est-ce que les compagnies en question, qu'est-ce que les clients de ces compagnies peuvent se permettre de ne pas faire. Il
pouvez également regarder est-ce que les clients sont prisonniers, pourquoi est-ce qu'ils sont prisonniers. Bon, ça, c'est un problème qui se trouve dans la bibliothèque premium. Mais voilà le type de questions qu'on peut poser. Et maintenant, ça vous donne des idées d'investissement. Vous avez Relix, par exemple, qu'on peut aller regarder ici. RELX. Relix, qui a un prix intéressant en date d'aujourd'hui. Et Relix, quand on pose la même question, parce que oui, je me suis amusé à demander, mais Relix alors, vu que tu en parles, bon non, j'avais regardé Conagra, je pense que, bref, on parlera de Relix dans une autre vidéo, mais Relix ici était intéressant du point de vue marge ici, et voilà, ça pourrait, vous pouviez être intéressé par Walter Clover, mais vous retrouvez en cas d'investir sur Relix, peut-être parce que Relix est plus solide. Mais le plus important, c'est de comprendre d'où vient l'avantage concurrentiel et qu'est-ce qu'il peut faire à ce que cet avantage concurrentiel continue de se renforcer, ou bien qu'est-ce qu'il peut faire à ce que cet avantage concurrentiel-là commence à devenir de moins en moins fort. On va le dire comme ça. OK? Thomson Reuters également, c'est une excellente entreprise sur laquelle vous pouvez travailler. Bref. Passons à l'analyse quantitative. On sait qu'il y a un avantage concurrentiel. On imagine que les risques sont à peu près liés à la désintermédiation, liés à l'IA, mais ce n'est pas, c'est pas quelque chose de tranché en date d'aujourd'hui. Ça continue à se voir au niveau des chiffres ici que ça se passe très très bien. OK? Mais maintenant, est-ce que vous comprenez parfaitement ce qu'elle fait? Qui sont les clients? Pourquoi est-ce qu'ils achètent? Vous savez qu'on analyse une compagnie par rapport sur le plan opérationnel, par rapport à ses concurrents, par rapport à ses clients, par rapport à ses fournisseurs. Donc maintenant, si on parle d'IA, ça veut dire ici que si les clients peuvent aller voir ailleurs sans payer moins cher, ils vont le faire, d'accord? Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils pourraient faire à ce que ces clients ne partent pas? C'est la question sur laquelle vous devez travailler. Okay? Bref, il y a beaucoup de questions à se poser au-delà du fait même de savoir que oui, on a l'avantage concurrentiel, etc. Mais maintenant, vous comprenez un tout petit peu mieux les choses par rapport à Walter Clover. Comme d'habitude, les marchés sont comme ça, ils ont peur, etc. On a des risques de désintermédiation sur 20 ans. Voilà, ce risque-là, à long terme, il y a une grosse incertitude par rapport à ça. Okay? Pas par rapport au risque. La grosse incertitude, c'est par rapport à la désintermédiation concernant l'IA. Bref. Mais on continue d'observer parce que les chiffres ne me le montrent pas encore. Et comme je dis toujours, les chiffres sont en retard, généralement, par rapport à quelque chose qui se passe déjà en dessous. D'accord? Donc, il faut travailler à ce niveau-là. Bref, au risque de me répéter ici, regardez les clients. Regardez comment est-ce qu'ils se comportent. Allez chercher des avis qui montrent qu'il y a vraiment un changement profond ici dans cette industrie, avec un exemple d'entreprise qui, peut-être un grand bureau ici d'avocats qui a décidé de complètement changer pour aller uniquement faire full IA. Bref, ce genre d'éléments-là. Maintenant, au niveau de l'analyse quantitative, vous le savez, ça va toujours rester très positif en date d'aujourd'hui. Les chiffres restent très, très bien. Même jusqu'à présent, comment on appelle cette compagnie-là Téléperformance a toujours de très bons chiffres. Oui ou non? Ils sont toujours bons. C'est pour ça qu'en termes value, elle est intéressante. Mais maintenant, au niveau de la qualité, est-ce qu'on n'est pas ancré de ça? Ça devient de plus en plus difficile. Est-ce que les craintes sont plus élevées que sur le terrain, etc. Donc, c'est vraiment un 50-50 pour le moment. Allez-y voir. Et comme je dis toujours ici, il ne faut pas juste dire que oui, l'IA va nous tuer, mais essayez de comprendre pourquoi et regardez toujours du point de vue produit. Si c'est trop compliqué, passez à autre chose. Ça veut dire ici que c'est peut-être pas une opportunité, enfin, c'est pas une entreprise que vous voudrez avoir dans votre portefeuille, mais il faut pas juste regarder le prix et se dire que l'IA va nous tuer, point à la ligne. Non. OK? L'habitude, le marché avait tendance également à payer un multiple très élevé ici. Donc, c'est juste un retour à la normale en date d'aujourd'hui. Quand je regarde à peu près le prix, même avec la croissance, etc., on payait, à une époque, le marché payait, je pense, au plus haut ici, il était à 30 fois les bénéfices. Vous savez que je ne dépasse pas 20 fois les bénéfices. Je ne dépasse pas 25 fois les bénéfices, qu'importe la compagnie ici, surtout quand on est déjà en phase de retour. Donc, 20 fois les bénéfices, va se négocier entre 20 fois les bénéfices en moyenne pour cette compagnie. Mais maintenant, si l'IA va nous tuer, etc., les craintes sont toujours présentes. Le marché va avoir tendance à payer des multiples très bas. Le plus important maintenant, c'est qu'est-ce que l'entreprise fait avec cet argent? Est-ce qu'il rachète de plus en plus d'actions? Je vois ici qu'il y a un rachat d'actions. Moi, j'aime ça. Okay? J'espère que ça va d'ailleurs continuer. Parce que si l'entreprise vous distribue la totalité des bénéfices nets, des free cash flow ici en dividendes, vous avez un rendement de presque 10%. Donc, elle peut racheter 10% de sa base d'actions installées en date d'aujourd'hui si elle réussit à le faire au prix actuel, je précise bien. Okay? Donc, pour moi, c'est clair que vous allez découvrir que la compagnie est sous-évaluée. Maintenant, quel est le multiple de valorisation que vous voulez payer présentement ici? Ça va dépendre de vos connaissances du business. Ça va dépendre de votre appréciation du risque. Oui, il faut apprécier ce risque-là. Maintenant, le fait qu'on dise que le mot est en train de se rétrécir, il ne faut pas juste s'arrêter là. C'est le pourquoi derrière, un peu plus en profondeur. Bref,
L'avantage concurrentiel, une fois que vous savez à peu près donner un nom, comment est-ce qu'il fonctionne, maintenant c'est monitorer. Est-ce que ces éléments sont encore présents? Quels sont les éléments qui vont dans le sens contraire, etc. Donc, quand vous avez un avantage concurrentiel, c'est essentiellement pour faire quoi? Pour maintenir des marges stables. Et comme vous pouvez le voir ici, pris ici trimestriellement, cette compagnie continue à avoir des marges au contrôle. On a même une augmentation des marges. Enfin, ça c'est une compagnie européenne, donc vous comprenez que généralement, ils produisent ici des informations d'une manière semestrielle, d'accord? Donc, ça va s'arrêter ici au mois de décembre, etc. Je pense qu'elle va publier ses résultats financiers ici pour le premier semestre dans quelques jours, si ça n'a pas déjà été fait. On voit ici au mois de août. Donc, techniquement, c'est à partir de cette période-là qu'il y aura une mise à jour sur ce site-ci. C'est le problème avec les compagnies européennes. C'est comme ça. Elle a juste mis à jour son chiffre d'affaires, je pense, pour le premier trimestre. Ça, c'est une information qu'on peut retrouver ici. Est-ce qu'ils ont mis ça ici? Même ça, ce n'est pas plus grave que ça. Moi, j'avais lu, donc dans tous les cas de figure, je sais que c'était correct de manière générale. Ok. Donc maintenant, lisez sur la compagnie, lisez sur les concurrents, bien sûr, parce que ce que la compagnie dit, si les concurrents affirment la même chose, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Si la compagnie dit quelque chose de positif et que les concurrents disent quelque chose de négatif, parlant du même sujet, il faut commencer à s'interroger qui des deux ment. OK? Donc, ici, c'est pour ça qu'il est important de connaître à peu près est-ce que le management a tendance à dire et à faire ce qu'il dit. OK? C'est important de connaître l'historique, etc. Ça, c'est un autre prompt que vous allez retrouver dans la bibliothèque premium. Donc, non. Vous avez une partie, voilà, quelque chose qui ressemble à ça. De toute façon, la bibliothèque de base, on va l'utiliser ce vendredi et on l'a fait la semaine passée. Donc, il y a une vidéo replay dans le groupe School. Allez-y voir à peu près ce qu'on a fait, quel est le workflow que j'ai utilisé sur Meta et c'est à peu près la même chose qu'on va faire sur une autre compagnie maintenant. Donc, maintenant, au niveau ici des marges, etc., vous connaissez la chanson, ça va être intéressant. Ça ne sert à rien de dérouler cela. La dette nette sur EBITDA ici, juste pour se rafraîchir la mémoire, vu que ça n'a pas trop changé. On a 4 milliards de dettes nettes ici. Enfin, maintenant, dette nette sur EBITDA, ça donne un ratio de combien? 2. Et la dette nette du point de vue volume, c'est 4 milliards. Est-ce qu'on peut repayer la dette nette avec les free cash flow? En combien de temps on peut repayer la dette nette en moins de 5 ans avec les free cash flow? Donc, elle n'est pas endettée du tout, on va le dire globalement comme ça. Mais, comme je l'ai dit, vous connaissez les risques. Maintenant, à vous de les apprécier en profondeur. L'avantage concurrentiel, il est toujours présent en date d'aujourd'hui. Maintenant, en termes de valorisation, qu'est-ce que ça va donner ici par rapport à Wolters Kluwer? Vu le risque actuel, OK, on va se dire une chose, 15 fois les bénéfices, c'est correct. Maintenant, si le marché décide de payer plus, etc., tant mieux. Entre 15 et 20 fois les bénéfices. OK? 20 fois les bénéfices, c'est OK, l'IA va nous tuer. Bon, ça ne se voit pas et c'était un feu de paille. L'IA va nous tuer, c'est un peu vrai, ça commence à se voir, etc. Donc, il y a de grandes chances que, oui, on a toujours un avantage concurrentiel, mais si on ne prend pas le taureau par les cornes, ça sera difficile que le marché nous revalorise ici au-delà de 15 fois les bénéfices. OK? Donc, on va se limiter à 15 fois les bénéfices et je vous ai expliqué pourquoi. De toutes les façons, on réfléchit en termes de rendement. Il faut également regarder ici les attentes des analystes sur ce segment-ci. Est-ce qu'ils sont de plus en plus optimistes? Vous voyez ici que les attentes de 2028, oui, ont baissé, mais de 3% uniquement. Ceux de 2027 ont baissé, mais de 1%. Par rapport à il y a un an, ceux de 2026 ont baissé, mais de 0,05%. Grosso modo, ils ont tendance à avoir... C'est un business qui est assez prévisible. C'est normal. Donc, techniquement, les analystes ici ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business. Donc, on peut avoir confiance à ces résultats-là. OK? Donc, on va faire simple ici. 15 fois les bénéfices. Si l'entreprise, admettons que ça se réalise en 2028 ici, techniquement, c'est déjà 10% de rendement au prix actuel. Elle est pricée là comme une entreprise qui allait mourir littéralement. Je dis bien mourir. Et qu'est-ce qu'elle fait entre-temps? Elle a tendance à racheter massivement ses actions tranquillement. Donc moi, quand je vais écouter des conférences calls, au niveau de l'innovation IA, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce que les clients racontent ici, etc. Et si je vais aller plus loin, j'anticipe. Commencez à vous balader sur les forums. Ceux qui utilisent Wolters Kluwer ou bien les produits de Wolters Kluwer, posez-leur les questions. Allez sur LinkedIn, posez la question aux personnes en question. Voilà, si vous les connaissez. Bref, ce genre d'éléments-là, c'est comme ça qu'on peut avoir des informations alternatives. En tout cas, pour le moment, Wolters Kluwer, voilà, ça reste une entreprise intéressante à avoir en watchlist. Maintenant, si vous voulez la mettre dans votre portefeuille, ça, c'est votre décision et c'est par rapport à votre appréciation du risque. Mais s'il vous plaît, allez au-delà de l'IA va nous tuer. Sur le terrain, d'accord? Donc ici, on va prendre un target price, je vais prendre ici à $102 moins la dette nette. On a une dette nette de combien? 102 euros moins la dette nette. On a une dette nette de combien? On a une dette nette ici, je vais le mettre en yearly, pas le choix. Dette nette ici de 17, donc 102 moins 17, ça nous donne combien? 1,02 moins 17.
On sera à peu près à 4,25 $ si on le prend en X15. Alors, je vais voir à peu près quel était le prix que j'ai mis dernièrement par rapport à cette compagnie-ci, Walter Clover, parce qu'elle fait partie de ma watchlist. On est d'à peu près service professionnel, donc je viens ici, professionnel service, Walter Clover, je ferme ça. Donc, Collapse All, professionnel service, où est-ce que tu te trouves? Ok, donc Walter Clover, et même dans professionnel service, il y a beaucoup d'opportunités en date d'aujourd'hui, parce que quand je regarde Veris, c'est une excellente entreprise qui revient juste à un prix intéressant. Relix, c'est à 15 fois les bénéfices en N+3, intéressant au prix actuel également. Vous avez du Paychex, Paycom est toujours là depuis très longtemps, mais ça va dans le même sens avec toutes les compagnies dans tout ce qui concerne ici enfin, je pense qu'ils sont plus dans le domaine de, comment on appelle ça, dans la paix, etc. Là, ils avaient un problème, c'est qu'ils avaient un produit qui fonctionnait très très bien et qui cannibalisait un autre et qui, voilà, permettait de gagner énormément de temps. Donc, vous avez l'exemple d'une entreprise qui a un bon produit qui fonctionne très très bien, mais le marché a peur parce que le produit qu'il est en train de cannibaliser apporte énormément d'argent, alors que le nouveau produit est plus efficace, sans se poser la question de savoir est-ce qu'ils peuvent augmenter les prix. Cette compagnie est intéressante à aller regarder en profondeur. Qu'est-ce que je vais... Ok. On vient ici, on va prendre du Walter Clover. On était à 127 $. J'avais pris quoi? Je pense que je sais plus. Je pense que j'avais dû mettre 20 fois les bénéfices dans tous les cas de figure. 20 fois les bénéfices, c'était combien? Oui, c'est ça. Je pense que c'était 20 fois les bénéfices. Donc aujourd'hui, je fais exprès de le mettre à 15. OK? Ce n'est pas une baisse de valorisation ni quoi que ce soit. Je vous ai expliqué pourquoi. Ces risques-là existent. Le management vous dit qu'on investit plus dans le développement des produits, etc. Pour le moment, les chiffres sont bons. Donc, le management prend le taureau par les cornes. OK? Maintenant, une fois qu'on va voir le taux d'adoption, etc., voilà, on va commencer à se dire que bon, c'était plus une crainte que toute autre chose. Donc, c'est pour ça que je le mets à 15 ici. Donc, ça ne change pas grand-chose. Le deuxième niveau, ça sera à 100, aux alentours ici de 100, 120 $. Ça restera à peu près, 120 €, ça restera à peu près la même chose. Donc, c'est pour ça que je vais mettre en date d'aujourd'hui plutôt 4,25. Mais ça ne change pas le principe sous-jacent ici. OK? C'est pas trop le chiffre même qui est intéressant de manière générale. Globalement, c'est un business intéressant au prix actuel. 4,25. On met 4,25 ici. Voilà. Et je mets la date d'aujourd'hui. OK. Donc, l'analyse précédente est également valide. Ça va être oscillant entre 4,25 et ce niveau-là. Parce que oui, la valorisation d'une compagnie, c'est un intervalle de valeur. Ce n'est jamais un chiffre exact. OK. Ici, je mets X15. Bénéf. OK. Bénéf de 2028. OK. Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Donc, on se donne rendez-vous ici ce vendredi, 20h. De toute façon, les informations sont dans le groupe School ici. L'accès au groupe School est gratuit. Et les bibliothèques de base ici, vous pouvez la retrouver également en description de celle-ci. Donc, Walter Clover continue à être intéressante au prix actuel, mais vous savez sur quoi vous devez travailler si vous voulez bâtir une thèse d'investissement. Ou bien si vous voulez avoir confiance en votre investissement sur cette compagnie. OK? C'est un travail que vous devez faire. Je ne pourrais pas le faire pour vous. OK? Ou bien, je ne pourrais pas vous convaincre que l'IA ne va pas nous tuer. J'ai mon avis par rapport à ce sujet et je pense que tout ça, c'est juste surjoué de manière générale, vu la qualité, vu comment on appelle ça? L'IA peut également avancer, hein, etc. Mais je pense que c'est un peu surjoué de manière générale sur ce type de produit-là. De toute façon, la pire chose qui puisse arriver à cette compagnie, c'est qu'elle se fasse racheter. Et croyez-moi, il y a des gens qui seraient prêts à acheter cette compagnie en date d'aujourd'hui. Non seulement les concurrents, mais également des concurrents publics, mais également ceux qui sont privés. Bref, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je mets pleinement et royalement le droit de me tromper. On se donne rendez-vous ce vendredi à 20h, heure de Paris, pour investir avec l'IA, deuxième édition, dans le groupe School uniquement. Bon, le replay sera disponible, bien sûr, mais voilà, pour ceux qui veulent être en live ici, poser des questions, etc., ça sera le bon moment. OK? Donc, merci.